J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. La parole est à M. Jean-Pierre Barbier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, l'obstination est le parent pauvre de la volonté, disait Malcolm de Chazal. La deuxième lecture de ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 confirme votre entêtement. Et votre entêtement vous isole. Il vous isole un peu plus chaque jour avec des Français qui ne comprennent plus les choix du gouvernement et qui savent très bien, eux, que la fuite en avant n'est plus tenable. Vous demandez aux Français de plus en plus d'efforts, mais nos compatriotes n'en saisissent plus le sens à tel point que la diminution du consentement à l'impôt se développe. Votre parole est décrédibilisée, mais vous persistez. Vous persistez à rétablir un projet de loi dans sa version initiale, alors que le Sénat a procédé à des inflexions importantes, démontrant ainsi, dans le temps qui lui était imparti, qu'un autre chemin est possible pour notre sécurité sociale. D'ailleurs, vous me permettrez de saluer l'excellent travail de nos collègues sénateurs, car les mesures adoptées par le Sénat permettaient de générer 1 milliard d'euros d'économies supplémentaires. Mais en commission des affaires sociales, ce jeudi 20 novembre, votre majorité a expédié de manière brutale et revisité le texte à la mode du gouvernement. Ainsi, vous avez déconstruit quasiment une à une les dispositions sénatoriales. Mais il est vrai que la déconstruction est votre marque de fabrique, à défaut d'avoir le courage d'engager des réformes structurelles dont notre sécurité sociale a tant besoin pour sa pérennité. Car votre obstination confine à l'aveuglement et vous empêche de prendre à bras-le-corps la réalité et ses enjeux en faisant preuve de lucidité. Votre PLFSS repose sur 3 erreurs majeures. La première erreur est l'illusion. Ce projet est bâti sur des hypothèses de croissance pour le moins optimistes et malheureusement pour la France irréalistes. Il fixe l'objectif de croissance du produit intérieur brut à 1% et l'évolution de la masse salariale à 2%. D'ailleurs, le Haut Conseil des finances publiques considère que ces hypothèses sont peu réalistes. Or, c'est à partir de ces estimations que sont été indexées les prévisions de recettes. De plus, vous annoncez 9,6 milliards d'économies en 2015. Avec mes collègues, nous avons eu beau vérifier, revérifier, le compte n'y est pas. C'est plus de 2 milliards d'euros d'économies qui nous semblent très hypothétiques. Des recettes incertaines et un plan d'économie incomplet, voilà la réalité. L'illusion, enfin, c'est de prendre des mesures en laissant croire aux Français qu'elles seront sans incidence sur nos comptes sociaux. Je veux parler des prémices de la généralisation du tiers payant que contient votre projet de loi de financement. Outre le développement de ce qu'il convient d'appeler l'assistanat à la déresponsabilisation des assurés sociaux, cette mesure va avoir un effet direct sur les dépenses de la sécurité sociale. Pouvons-nous nous le permettre dans l'état actuel de nos finances publiques? Je ne le pense pas. La deuxième erreur, c'est le renoncement. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale marque l'abandon de l'objectif de retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale à l'horizon 2017. Or, le dérapage des comptes sociaux n'est pas une fatalité, mais bien une anomalie. Le redressement de nos comptes est possible. Certains de nos voisins sont parvenus à l'obtenir sans que l'État sanitaire de leur population en fasse les frais. Il est donc de la responsabilité du gouvernement et de sa majorité parlementaire de mettre en œuvre les mesures indispensables permettant de garantir l'efficacité, la performance et la pérennité de notre système de santé. Mais au lieu de cela, vous tentez par des manœuvres dilatoires de masquer votre incompétence en utilisant des artifices et des transferts budgétaires entre celui de l'État et ce budget pour les aides au logement, de même que vous recherchez désespérément de la trésorerie en pratiquant, grâce à l'article 14, une ponction sans précédent et sans lendemain sur les caisses du bâtiment et travaux publics, plus d'1,5 milliard d'euros. Cette mesure, que nous pensons inconstitutionnelle, n'est vraiment pas à la hauteur des enjeux. D'une part, elle ne jouera positivement qu'une seule année, et d'autre part, elle va mettre profondément à mal un système vertueux qui permettait aux entreprises du bâtiment de verser à leurs salariés des primes de congés payés. Le renoncement, il se constate également dans votre obstination à ne pas réintroduire un jour de carence dans la fonction publique hospitalière afin de renforcer
la maîtrise des dépenses de personnel des établissements publics de santé et de lutter contre l'absentéisme. Les dépenses de personnel représentent à elles seules 70% des charges des hôpitaux. Les sénateurs ont voté 3 jours de carence. Par idéologie, vous êtes revenus dessus en commission des affaires sociales. Nous avons proposé 1 jour. Vous vous entêtez et balayez d'un revers de main la suggestion. La Fédération hospitalière de France s'est pourtant prononcée à l'unanimité sur le maintien d'un jour de carence pour maladie dans le secteur hospitalier. Si ce n'est pas un manque de courage, expliquez-moi ce de quoi il s'agit. Les fonctionnaires peuvent-ils être dispensés des obligations s'appliquant aux salariés du secteur privé? Pour l'UMP, la réponse est claire, c'est non. C'est une question d'équité qui rapporterait 200 millions d'euros par an. Le renoncement, c'est aussi ce qui vous caractérise quand vous revenez en commission des affaires sociales sur la mesure prévoyant le relèvement graduel de l'âge de départ à la retraite à 64 ans à l'horizon 2024. Beaucoup de pays se sont engagés dans cette voie qui tient compte de l'allongement de la durée de la vie. La soutenabilité de notre système de retraite par répartition, qui dépend étroitement de la croissance économique, n'est nullement garantie aux horizons 2020, 2030 et au-delà, compte tenu de la gravité de la crise que traverse notre pays. Certes, la durée de cotisation a été augmentée dans la loi du 20 janvier 2014, mais ce texte n'était pas à la hauteur des enjeux. D'ailleurs, monsieur le rapporteur, aujourd'hui, la branche vieillesse affiche un déficit de plus d'1,7 milliard. L'effet très favorable sur les finances de la branche vieillesse d'un relèvement de l'âge de départ à la retraite, surtout à moyen et long terme, n'est pourtant plus à démontrer. C'est une mesure très difficile que nos collègues sénateurs ont eu le courage de voter. Votre acte de bravoure à vous consiste à revenir dessus et à ne rien proposer. Votre troisième erreur, Madame la Ministre, est le coup de rabot permanent associé à une taxation permanente, au mépris d'ailleurs des directives données par le Président de la République. Vous rabotez et taxez toujours un peu plus et toujours les mêmes, les retraités, l'industrie pharmaceutique, les familles. Pour les retraités, 460 000 d'entre eux vont avoir un taux de CSG augmenté. Après, écoutez, vous irez l'expliquer aux 460 000 qui vont voir leur taux augmenter. Après le gel des retraites et la non-revalorisation du 1er octobre, vous servez à nouveau des pensions de retraite comme une variable d'ajustement budgétaire. S'agissant de l'industrie pharmaceutique, le médicament supporte année après année la plupart des restrictions, avec encore 1 milliard d'euros d'économies pour 2015. Sachez, Madame la Ministre, qu'user du rabot de manière systématique ne favorise ni l'innovation, pourtant auquel vous dites être très attaché, ni l'investissement, ni l'emploi, bien sûr. Les efforts demandés à l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament restent particulièrement lourds, puisque ce sont plus de 50% qui leur sont demandés, alors que le médicament ne représente que 15% des dépenses. C'est profondément inéquitable et symptomatique de l'incapacité du gouvernement à sortir d'une vision de court terme. En comparaison, l'hôpital pèse pour 45% des dépenses, mais vous ne lui réclamez que 15% des économies, prisonnière que vous êtes, Madame la Ministre, de votre conception hospitalo-centrée du système de santé. La réforme de l'hôpital est un tel tabou que vous préférez proposer une modeste réduction des dépenses de l'hôpital de 520 millions d'euros en mutualisant les systèmes d'information ou d'achat, plutôt que de parler de la réforme de la carte hospitalière. S'agissant des familles, enfin, vous continuez à les maltraiter alors que la politique familiale est considérée dans notre pays comme une réussite. Vous avez souhaité moduler les allocations familiales en fonction des revenus et revenir sur la modification apportée par nos collègues sénateurs. Par cette mesure, vous avez introduit, bon gré mal gré, puisque tout ceci s'est passé par voie d'amendement et sans réelle discussion en commission, vous avez choisi de remettre en cause notre politique familiale. Vous remettez en cause le principe d'universalité, cette règle fondatrice de notre pacte républicain, au terme de laquelle chacun cotise en fonction de ses revenus et a accès aux mêmes droits dans les mêmes conditions. Avec cette mesure de modulation des allocations familiales, vous pourriez créer un précédent susceptible de s'appliquer plus tard à d'autres domaines, notamment à un certain nombre de remboursements. Dès lors, vous risquez de pousser certains qui constatent qu'ils contribuent beaucoup et reçoivent peu à se mettre en quête d'autres systèmes assurantiels. J'y vois un vrai danger pour notre protection sociale telle qu'elle est organisée à l'heure actuelle. De plus, votre mesure comporte un autre risque majeur. Vous ouvrez la porte des modulations plus importantes à l'avenir. Lorsque vous aurez davantage besoin d'argent, ce qui ne saurait malheureusement tarder, il vous suffira de baisser un peu plus le plafond que vous avez fixé
et de vous attaquer une nouvelle fois à votre cible favorite, les classes moyennes, que vous ne manquerez pas de qualifier de riches. Vous préférez, par la facilité et le renoncement, poursuivre votre politique du rabot et de taxation. Vous préférez les petits colmatages de brèches sans véritable réforme de fond. Je salue quand même l'éclair de sagesse dont vous avez fait preuve en commission en maintenant l'article 8 ter tel que voté par les sénateurs qui double de 0,75 € à 1,50 € l'exonération générale sur les cotisations sociales payées par tous les particuliers employeurs. Une telle mesure est de nature à favoriser l'emploi, à faire reculer l'emploi non déclaré et donc à augmenter les cotisations versées à la sécurité sociale. Je vous rappelle malheureusement que vos mesures précédentes avaient fait en sorte que ce secteur de l'emploi à domicile avait reculé de 6 % en 2013, soit l'équivalent de 16 500 emplois détruits. Une petite lumière noyée dans les ténèbres de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Pour conclure, Madame la Ministre, par vos mesures, vous maintenez avec votre majorité à l'Assemblée nationale notre sécurité sociale en soins palliatifs alors qu'elle a besoin de réformes structurelles, et c'est dommage. Au terme de cette procédure parlementaire, j'ai le sentiment que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est une occasion manquée. Une nouvelle fois, nous aurions aimé soutenir ce texte issu du Sénat, mais malheureusement, nos discussions en commission ne nous laissent aucun espoir, aucune écoute, mais beaucoup de communication et d'improvisation sur un texte qui n'a aucune ambition, aucune vision à long terme et surtout aucune proposition novatrice. De plus, malgré l'importance du travail fourni par nos collègues sénateurs, ils n'ont pas pu modifier, dans le temps qui leur était imparti, les grands équilibres budgétaires de ce texte, qui sont basés, nous l'avons dit, sur des prévisions que nous jugeons insincères. C'est pourquoi, et pour toutes ces raisons, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'ai l'honneur de vous demander d'adopter cette motion de rejet. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. Des membres de la Commission, non. Madame la Ministre, vous souhaitez intervenir? Non.